Bonjour, nous sommes en direct du théâtre de la commune d'Aubervilliers pour une occasion spéciale pour rendre hommage à Jacques Ralit qui a été le cofondateur de ce bâtiment qui, depuis les années 60, a accueilli de nombreuses représentations et sa population d'Aubervilliers. Voilà, depuis l'annonce de la disparition de Jacques, une pluie d'hommages nous est arrivée au journal, à l'Humanité. Ses comparses, sénateurs et sénatrices, mais aussi beaucoup de gens de culture, de théâtre qui ne cessent encore ce matin de nous envoyer des témoignages d'affection, d'admiration et de tristesse pour évoquer cet homme qui a marqué pendant plus de 50 ans la vie politique, culturelle et artistique de notre pays. C'est une première pour le journal Humanité, mais nous sommes heureux d'être ici, dans ce foyer, dans le foyer du théâtre. Merci Marie-Josée Malice de nous accueillir si gentiment. Autour d'elle, François Regnault, qui a co-dirigé avec Brigitte Jacques Wajman le théâtre de la commune d'Aubervilliers, et Julie Brochen, actrice, metteur en scène, et qui a dirigé le Théâtre national de Strasbourg. Alors, on va écouter la voix de Jacques, et je vous donnerai la parole ensuite. Je dirais qu'aujourd'hui, le théâtre, il a un rôle curieux à jouer. Là, j'ai été ces derniers temps voir plusieurs pièces de théâtre, et je trouve que il me concerne moins qu'un certain temps. Mais je me dis pourquoi. J'ai l'impression parce que les politiques, ils font du théâtre, du mauvais théâtre. Alors du coup, le théâtre, il faut qu'il invente une autre forme de témoignage. Et ça peut être, mais c'est pas encore. On sent qu'il cherche, il est lui-même un peu en crise, quoi. Il y a tout un travail nouveau à faire. Et sans doute, on pourrait le faire, parce que je me souviens d'une femme de théâtre qui était allée à Sarajevo et qui avait réuni des gosses. Et elle leur avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils avaient dit, on va faire un dictionnaire. Et alors ils ont choisi plusieurs mots. Et les gosses, à un moment, ils ont choisi théâtre. Et elle leur a dit, mais comment vous définiriez? Eh bien, c'est là où on ne peut pas cacher la vérité. C'est là où on ne peut pas cacher la vérité, le théâtre. Marie-Josée Malice, comment réagirez-vous à ces mots? Toujours comme devant la puissance comme ça de formulation de Jacques Ralit, en fait. Et qui est toujours lié à un fait d'expérience et une extrême sensibilité. Son accès direct comme ça à l'art, à la beauté qui lui permettait d'en comprendre les choses essentielles. Donc dire qu'au théâtre, c'est là où on ne peut pas cacher la vérité, alors que le théâtre est censé être le lieu de la fiction, du masque, des puissances comme ça, de l'artifice. Et dire que c'est pour la fabrication comme ça d'un lieu où le vrai, le bien doivent être rendus évidents et incontestables. C'est magnifique en fait. C'est magnifique, c'est lui quoi en fait. C'est ce qu'il a apporté à notre milieu, le reflet dans un homme politique et un intellectuel, le reflet de ce que nous tentons de faire quoi. François Regnault, vous avez co-dirigé pendant quelque temps ce théâtre. Racontez-nous un petit peu vos souvenirs avec Jacques. Je représente ici, je parle aussi au nom de Brigitte Jacques Wajman qui est retenue à l'étranger. Je ne la représente pas. Vous savez bien qu'un homme ne représente pas une femme aujourd'hui. Et ça a été de 6 ans, de 91 à 97, 6 ans d'un grand plaisir et d'un grand bonheur. Avec toutes les difficultés que le théâtre comporte, pour retenir un point simplement, il est arrivé une année où nous avions des difficultés financières et il s'est arrangé pour que ce soit absolument résolu. Ça, je le dis publiquement, solennellement et pour toujours. Mais pour le reste, je dois dire que, puisqu'on parlait de la vérité, le théâtre peut cacher la vérité quand on le censure. Il a connu des périodes où on censurait le théâtre et des pays où on censurait le théâtre, et ça arrive encore aujourd'hui, même en France. Mais lui, jamais. Et je dois dire, le témoignage que je lui ai rendu et que Brigitte et moi lui avons rendu, c'est que jamais, à aucun moment, il n'est intervenu de quelque façon que ce soit pour diminuer un spectacle ou pour le critiquer ou pour considérer que c'était pas bien de l'avoir. Il avait son avis sur les pièces, il venait nous voir, il disait son avis en secret ou publiquement. La plupart du temps, il y a été très favorable. Nous n'avons jamais monté non plus de pièces infâmes, abjectes, ignobles, anti-fascistes, racistes, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il s'y serait opposé, il aurait bien fait. Mais nous n'avons jamais fait ça. Et alors,
à partir de là, il a été d'une fidélité royale, si j'ose dire, venant à tous les Corneilles, puisque Brigitte avait monté énormément de Corneilles, favorable aux Corneilles, alors qu'un directeur du théâtre nous avait fait tenir à Brigitte l'idée que, vous savez, vos Corneilles, vous allez en banlieue, ça va être moins commode. C'est-à-dire qu'ici, pas de Corneilles. Dieu merci, il y a eu des Corneilles ici, ça a très bien marché auprès de la population d'Aubervilliers. Nous avons monté aussi Angels in America, qui était une pièce très audacieuse sur le sida, sur les gays américains, sur les juifs, etc. Et je me rappelle très bien, Act Up a suivi toutes les dernières représentations. Act Up était là, en grande, etc. De même que je me rappelle très bien, il avait défendu Les Nuits Fauves une fois, c'était tout à fait formidable, puisqu'il y a toujours un cinéma ici, et qui incombait un peu au théâtre et dont il a réglé un peu aussi le sort. Et donc j'ai toujours eu le sentiment d'une liberté absolue. Il nous faisait confiance et nous lui faisons confiance. Et jamais je l'ai entendu se plaindre de quoi que ce soit. Même si de temps en temps, il a dit là, c'est peut-être un petit peu exagéré, là, c'est peut-être pas l'expérience que nous avons, nous autres communistes, de ce que raconte X ou Y. Vous voyez qui? Et j'en parlerai après. Et je dois dire que c'était un vrai bonheur et que quand nous sommes partis sur le désir de Brigitte, qui voulait un peu aller voir ailleurs, il n'a pas très bien compris, et personne n'a bien compris pourquoi nous quittions ce théâtre. Et d'ailleurs, je regrette toujours de l'avoir quitté. Merci. La liberté, c'était un homme libre, mais c'est vrai que la liberté pour lui était essentielle pour les créateurs. C'était un peu son. C'est pour ça que nous avons terminé. Il adorait Vitesse et il adorait les Faustes de Vitesse. Et c'est pour ça que Brigitte et moi avons tenu à terminer au moment où Faust meurt. Il ne sait pas qu'il va mourir et il dit « Je suis content de vivre libre, seul au milieu d'un peuple libre ». Je crois qu'on peut mettre à Aubervilliers, ici même, dans la bouche de Ralitz, cette phrase de Goethe qu'il admirait beaucoup. Julie Brochen, racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Jack. Alors, ce matin, lors de cet hommage au Père Lachaise, il y a des mots de Louis Aragon qui ont résonné parce qu'il l'aimait énormément. Les mots d'Aragon qu'il aimait particulièrement. On a entendu se souvenir de l'avenir et que Jacques faisait partie de ces êtres qui rendent l'avenir possible. Et moi, j'ai eu la chance de participer en tant que très très jeune spectatrice aux premières réunions à Bobigny des États généraux. J'avais 14 ans. Et comme j'étais la plus jeune de l'auditoire, nous étions 50 à l'époque, une cinquantaine dans une salle de Bobigny, Jacques, au cours du débat ouvert, a tendu le micro vers moi pour que j'essaye de répondre à la question qui était posée. Et je me souviens de l'extrême terreur que j'ai eue de parler en public pour la première fois et que je pense qu'il n'est pas étranger à mon envie de faire du théâtre qui a suivi. Et donc, c'est tout naturellement que les compagnons de jeu, qui sont la compagnie que je représente aujourd'hui, ont demandé à Jacques d'être leur membre d'honneur. Et ce dialogue de 84 au 12 novembre dernier a continué ardemment, passionnément, parce que Jacques était un des seuls, je crois, guide à pensée politique que j'avais. En tout cas, il m'a ouvert à la politique comme à la poétique. Et il m'a enrichi de ce dialogue constant, tous les dimanches matins au téléphone et souvent en déjeuner en tête-à-tête. Et j'avais cette chance de partager avec lui l'expérience permanente qu'il faisait des spectacles, des livres qu'on lisait tous les deux, mais lui en particulier, parce que c'était un lecteur vorace. Et chaque fois qu'il écrivait, il citait des textes, mais non pas comme des citations isolées, mais comme un texte entier qui dévalait dans nos discussions et qui faisait que ça cultivait ma culture générale. J'étais à flux tendu et à flot continu avec lui. Et ce que j'adorais chez lui, et ce qui me manque déjà, c'est qu'il me faisait croire que la pensée peut devenir en acte. C'est-à-dire qu'il était acte, il mettait toute sa pensée et toutes ses idées en acte. Et donc le terme de militant et d'engagement résonne pour moi incroyablement avec son exemple. Pour moi, c'est un modèle, c'est un guide. Et donc, il a su me faire partager, encore une fois dernièrement pour l'humanité, parce que c'est ce territoire de pensée qu'on a aujourd'hui, c'est le sien. Et pour défendre l'humanité, il nous avait réunis.
Et je pense que cette table ronde et les autres que nous aurons grâce à l'humanité et avec l'humanité font partie de ce territoire qu'il a ouvert pour nous. Voilà. C'est vrai que c'était en juin et c'était une soirée de soutien au journal. Et Jacques était très attaché à ce journal puisque lui-même, ayant commencé un petit peu sa carrière de journaliste dans les colonnes de l'Humanité dimanche, d'abord à la télé. Et ça a un lien avec ce qu'on connaît de son engagement au moment des États généraux sur la question de la privatisation de la télé. Lui ayant traîné des heures et des heures dans le studio rue des Alouettes où il a vu tous les plus grands monter des pièces formidables, il avait noué un lien avec ces hommes de culture qui, par le médium qui était la télévision, qui était quand même extrêmement populaire à ce moment-là, exprimer une grande exigence de qualité pour les téléspectateurs. On n'en est plus trop là aujourd'hui, hélas, mais Marie-Josée, quand on entend Julie ou François, on a vraiment le sentiment que Jack Ralite était et un homme de culture et un homme politique. C'est-à-dire qu'il est un des rares à avoir conjugué ces deux termes, à les avoir presque réconciliés et faire que naturellement ils cheminent vers une pensée en mouvement, un acte. Comment l'avez-vous côtoyé puisque vous êtes arrivée, vous êtes directrice du Centre dramatique depuis 2014, donc vous l'avez côtoyé un petit peu quand même ces derniers temps. Oui, eh bien, sur cette question particulièrement, parce que je dois dire que moi je ne connaissais pas Jacques avant de diriger le Théâtre de la Commune, et c'était réciproque. Et donc ça n'a pas été facile notre rencontre, parce que j'ai commencé ma carrière de directrice avec un échec esthétique qui était Hyperion, enfin un échec public, je dirais pas esthétique, c'est un spectacle que j'aimais beaucoup et qui lui posait problème, et ça nous a valu, ça a valu qu'on commence notre relation par des discussions très serrées sur ce que devait être l'art, et que moi j'articulais en effet, et que je lui ai dit d'ailleurs de manière parfois assez sévère, lui retournant comme ça la question, et lui disant: mais écoutez Jacques, s'il est vrai que vous êtes communiste et que vous voulez transformer le monde, alors vous devez admettre qu'il faut des inventions de forme. Parce que ça va ensemble en fait, et que l'invention de forme est porteuse comme ça d'intuitions nouvelles pour la vie, et que donc il faut en effet admettre ou tolérer que moi j'ai mon propre espace d'expérimentation formel, même s'il est tendu, même s'il n'est pas garanti d'un succès immédiat. Et ce qui était merveilleux, c'est que au fond, je crois que évidemment il avait peur pour son théâtre. Il avait peur de mon échec pour son théâtre, mais que la discussion, elle, esthétique, théorique et le courage politique n'a jamais fait défaut. Il m'a toujours dit: mais vous avez raison, allez-y. Et donc il m'a toujours réitéré sa confiance. Mais c'était très beau de discuter de ça avec lui. Ouais. Parce qu'il n'avait pas peur, effectivement, de la discussion, de l'affrontement, de la réflexion, de se remettre en cause lui-même. Ça, c'était assez touchant. Merci beaucoup tous les trois. François, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, c'était juste à ce propos. Il nous avait raconté comment, au moment de la Colombe de la Paix de Picasso, il avait été dans un certain nombre de cellules travailler au corps les militants pour leur expliquer que Picasso était un grand artiste. Et il a été absolument entendu, je pense, parce que c'était après le congrès d'Argenteuil, j'ai cité ça. En 67. Et l'autre chose, c'est, je me rappelle très bien, Boulez l'avait nommé au conseil d'administration de l'IRCAM, parce qu'il avait une immense admiration pour Boulez, et c'était réciproque. Un mot à dire en guise de fin, juste par rapport à ce que vient de dire Marie-Josée et ce que vous tous venez de dire, c'est la liberté. Cet homme était un homme libre et donc exigeant, rigoureux dans sa pensée, et donc il n'avait pas peur de l'absence de succès, mais il voulait que tous participent à l'expérience. Et que c'est ça qui le préoccupait ici, quand il me racontait qu'à Aubert, dans ce théâtre, une représentation pouvait changer la vie de quelqu'un, et un débat public pouvait changer l'existence de quelqu'un, et il tenait vraiment à ce que cet accès à la culture pour tous soit fondamental, parce que la culture était le terrain pacificateur qu'il nous reste. Une formule m'est venue dans le métro et je conclurai là-dessus. C'était un communiste fraternel. Merci beaucoup. C'était un communiste inconfortable, selon ses dires à lui. Absolument, et libre. Marie-Josée Malice, Julie Brochen, François Regnault, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre table ronde. À tout de suite, à tout à l'heure.